bonjour à tous. Je suis absolument navrée pour la température qu'il fait dans cette salle et pour la température qu'il fait à Paris, pour ceux qui viennent de loin, mais là, nous n'y sommes pas pour grand-chose. Écoutez, je suis très heureuse de votre présence, donc je vous remercie, parce que, est-il besoin de le dire, la philosophie trouve en cette université un de ses lieux naturels et Spinoza peut-être plus encore. Je pense qu'il n'est pas utile de vous rappeler que cette université qui est héritière de Vincennes et donc qui est aussi héritière de ce lieu qui a été un des épicentres de ce qu'on appelait la French Theory, et que dans les études qui étaient menées dans le cadre de Vincennes et qui le sont toujours dans le cadre de Paris 8 aujourd'hui, c'est la raison de votre présence, Spinoza a toujours occupé une place majeure, en tout cas importante. Pour beaucoup de ceux qui ont peuplé, non pas ces murs, mais nos murs ancestraux, rappelons Foucault, rappelons Deleuze, rappelons Châtelet, Jacques Rancière ou Badiou, pour beaucoup de ces porteurs et agitateurs de la pensée vivante, la philosophie de Spinoza a toujours représenté une ressource active et puissante. La figure de Spinoza, elle a été présente dès l'origine, dès la création de Vincennes, au travers des séminaires que lui consacrait alors Deleuze, des séminaires qui étaient de véritables événements philosophiques. Il y a eu quelques jours un film sur Vincennes, qui est un petit peu un livre d'images, mais enfin, c'est assez étonnant aujourd'hui de voir ces images d'archives que nous conservons ici sur les cours de Deleuze, avec des... Enfin, il ne reste pas un millimètre dans lequel on puisse mettre un pas dans les salles autour de Deleuze, qui est entouré de dizaines et de dizaines de jeunes et de moins jeunes qui sont là. Et je crois que les regards qui l'entourent sont d'un très grand intérêt à regarder aujourd'hui. Événement philosophique qui consacrait une nouvelle lecture, et je crois que la question des lectures et des interprétations est au cœur du colloque qui va vous réunir, une nouvelle lecture à la fois affirmative et comportementaliste. La confrontation des thèses de Foucault et de Spinoza est aujourd'hui de mieux en mieux instruite. La réflexion de Rancière sur les mécomptes démocratiques où les analyses de Lyotard croisent, rencontrent, discutent, comme vous allez le faire pendant ces 2 jours, les thèses de Spinoza. Alors, héritage, disais-je, mais évidemment, votre présence ici et le travail que nos collègues ont accompli avec vous pour que vous puissiez vous rencontrer prouve qu'il s'agit évidemment beaucoup plus d'un héritage, ou du moins si c'est un héritage en pleine vie, un héritage qui entend transmettre, transformer, repenser. C'est notre fonction première à tous dans une université. Je tiens à signaler à ceux qui ne le sauraient pas, nous sommes dans de grands chantiers de restructuration administrative dans l'université française. Il y a des rapprochements qui se sont opérés de par la loi entre universités. Dans le cadre des rapprochements que nous avons opérés avec nos collègues de Nanterre, un autre grand lieu de la pensée critique, nous avons été rejoints, et ça n'est évidemment pas un hasard, par le Collège international de philosophie, qui est donc maintenant une des composantes de notre rassemblement. Cette université, par ailleurs Paris 8, est membre fondateur d'un grand ensemble qui n'est pas encore sorti de terre, mais qui a déjà commencé à penser ensemble, qui est le campus Condorcet, qui s'élèvera à quand je dis quelques kilomètres, c'est 3 ou 4 kilomètres à vol d'oiseau d'ici, même si en transport en commun, ce n'est pas tout à fait aisé, et qui, d'ici 2019, sera un des grands lieux des synergies en termes de pensée contemporaine en SHS, en France, dans une perspective internationale, bien sûr, comme l'est aujourd'hui votre colloque. Bon, je suis trop longue, et donc 2 mots pour me féliciter de la tenue de ce colloque Spinoza France-États-Unis, France-États-Unis qui m'intéresse
Pour conclure, résultat d'un travail collectif, comme le titre l'indique à lui seul, qui s'inscrit dans le droit fil du séminaire Spinoza à Paris 8, lancé il y a maintenant 3 ans par Charles Ramon. Nous sommes très contents dans cette université qu'il ait rejoint nos murs et qu'il y déploie son activité, et par Jacques Stetter, que je ne connaissais pas. Alors, voilà, bonjour. Voilà, c'est l'intérêt des colloques, c'est qu'on finit par connaître les collègues avec qui on devrait travailler tous les jours, mais qu'on ne rencontre parfois qu'incidemment. Il a été organisé, donc, avec le soutien de l'université, bien sûr, de l'équipe 4008, laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie, qui est le labo de philosophie de l'université, dont la directrice Fabienne Brugère à mes côtés vous dira quelques mots dans un très court instant, surtout si j'accélère. Je crois que le grand intérêt de ce colloque, et je tiens à saluer la présence de tous les participants, mais de nos éminents collègues spécialistes américains qui ont bien voulu dialoguer. Je crois que tout colloque construit sous la forme d'un dialogue est un colloque qui permet à tous d'avancer, a pour objectif de travailler sur 2 traditions interprétatives. La question de la langue et la question des interprétations par et dans la langue est sans doute un des fils rouges, je crois, des recherches qui se mènent dans différents labos de Paris 8. Et donc, de ce point de vue-là, ce colloque s'inscrit aussi très frontalement dans ce qui intéresse quantité de labos. Partage des langues, mais aussi comment partager et qu'est-ce que ces langues supposent en termes d'interprétation. Il a bénéficié du soutien scientifique, institutionnel et financier, je le disais, de l'Université Paris 8, bien sûr, c'est la moindre des choses, même si nous gelons dans cette salle, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où se tiendra demain le 2e temps de votre rencontre, de l'Université Paris-Est Créteil, pas très loin de chez nous, à Val d'Oiseau, qui est représenté ici par Pascal Sévrac, que je ne connais pas, donc il est là-bas. Bonjour. Donc j'aurais dû aussi saluer au passage Chantal Jacquet, que je ne connaissais pas non plus. Bonjour aussi. Oui, bah c'est normal, il y a des proximités alors. Et de l'ENS Lyon, pardonnez-moi, représenté par Pierre-François Brault. Pendant que j'y suis, il n'est pas là. Bon. Donc je n'oublie bien sûr pas, et je n'oublie jamais dans l'organisation de ce colloque, comme dans tout colloque, tous les services administratifs, techniques de l'université qui ont contribué à ce que ce colloque, je l'espère, indépendamment du froid, se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et je passe la parole à Fabienne. Merci. Merci Daniel pour cette ouverture. Je suis moi aussi très honorée d'ouvrir au nom de l'équipe d'accueil de philosophie de Paris 8, le LLCP, le colloque Spinoza France-États-Unis, organisé de main de maître par notre collègue Charles Ramon, qui y travaille d'arrache-pied depuis plus d'1 an. Je crois que c'est un moment important, et ceci pour plusieurs raisons, certaines ayant été rappelées par Daniel. Tout d'abord, il faut bien sûr rappeler l'importance de Spinoza dans le champ de l'histoire de la philosophie de langue française, avec de très grands commentateurs. Et je citerai aujourd'hui Alexandre Matron, que j'ai eu comme professeur à l'École normale supérieure de Fontenay, et qui, alors que nous avions le traité politique à l'agrégation de philosophie, avait osé à la fin du cours en imaginer une fin contre un achèvement qui était effectivement si peu spinoziste. Et ce fut, ce dernier cours, un cours réellement passionnant. Le colloque d'aujourd'hui présente l'intérêt de rappeler que la lecture de Spinoza est une affaire mondiale, pas seulement française ou européenne, mais également américaine, bien évidemment. Et on ne pourra que beaucoup apprendre, me semble-t-il, de ce point de vue, parce que c'est un angle d'attaque qui est assez neuf. L'importance de Spinoza aussi, bien sûr, à l'Université de Paris 8. Il y eut Deleuze et ses différents livres, dont son Spinoza et le problème de l'expression, même si on doit aussi se souvenir du Spinoza philosophie pratique,
avec la fameuse correspondance à Blienberg et ses lettres sur le mal, qui constituent vraiment de la part de Deleuze une lecture extrêmement passionnante. Mais il y eut également quelques années Tony Negri au département de sciences politiques et bien sûr cette fabuleuse Anomalie sauvage. L'importance de Spinoza, c'est aussi l'importance de Spinoza pour l'étudiante que je fus, pour ma génération, celle qui arrive à 50 ans actuellement, et qui a été, je pense, nourrie par la pensée de Spinoza, qui commença pour moi d'ailleurs au lycée Lacanal, avec un cours de Christian Jambé sur la liberté, introduit avec l'appendice de la partie 1 de l'éthique, pour nous dire que les hommes ne font que se figurer qu'ils sont libres. Beau début sur la liberté. J'aurais pu être sans doute spinoziste, comme beaucoup d'étudiants de ma génération, en particulier sur la question de l'affectivité, qui donna d'ailleurs lieu à une publication Spinoza et les affects avec Pierre-François Moreau en 1998, et ça fait maintenant un certain nombre d'années. Je me suis dit qu'on vieillissait tous. La manière dont Spinoza élabore un point de vue rationnel sur l'affectivité, faisant de l'organisation de la vie affective un objet réel de connaissance pour fonder une éthique, est bien sûr éblouissante. Et je crois qu'elle a beaucoup influencé mon travail ensuite sur la philosophie de langue anglaise. Et cette partie 3 de l'éthique, qui fut d'ailleurs si bien commentée par Pierre Macheret. Importance donc de Spinoza, et importance encore aujourd'hui, puisque sont rassemblés ici de grands spécialistes de Spinoza, qui ont compté pour de nombreux étudiants, lecteurs et chercheurs. Bien sûr, ceux qui ont mis en avant un Spinoza visible, comme Pierre-François Moreau, Chantal Jacquet, Pascal Sévrac, Laurent Bove, Jacqueline Lagré et bien d'autres. Et puis ceux aussi qui ont travaillé, pourrait-on dire, sur un Spinoza invisible, celui des Lumières radicales. Et il faut bien sûr saluer la présence de Jonathan Israël aujourd'hui, et puis bien d'autres qui sont tous aussi dans le champ américain de grands spécialistes de Spinoza. Je suis sûre du coup que ce colloque sera réussi. Je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous à cause des problèmes de transport incertains. Je dois malheureusement regagner Bordeaux à cause d'un commissariat théorique d'exposition auquel je participais. Avec les problèmes de train, je ne pensais partir qu'en début d'après-midi. Et j'ai malheureusement l'obligation de prendre un train, paraît-il, en fin de matinée. Donc je vais essayer de rester un tout petit peu, mais je devrais malheureusement m'éclipser ensuite, alors qu'il y a là de nombreux amis et que j'aurais bien aimé vraiment pouvoir être parmi vous. Mais après tout, personne ne sait ce que peut un corps, et peut-être serai-je encore parmi vous. Je vous souhaite en tout cas un beau colloque dans une université, pourrait-on dire, rebelle, et qui en a encore montré finalement la capacité actuellement. Université rebelle qui ne peut qu'applaudir à celui qui avait placardé sur les murs de La Haye « Ultimi Barbarorum ». Je remercie beaucoup Danielle Tartakovsky, la présidente de notre université, et Fabienne Brugère, donc la directrice de notre laboratoire, pour cette présentation. Il se trouve qu'on a un petit peu en avance, puisqu'on a commencé parfaitement à l'heure. Donc on peut prendre une petite pause d'1 quart d'heure, parce que le petit déjeuner est arrivé, et ensuite on commence vraiment à 9h30.